Donc, Guy Pennec, je suis l'ex-président du syndicat mixte du Trégor, puisque évolution législative obligeant, les transferts se sont faits au 1er janvier 2019. Et donc, je suis aujourd'hui à titre de vice-président de la communauté d'agglomération de Morlaix. Depuis 15 ans, dans cet ex-syndicat, on travaillait sur de la modélisation à travers deux expériences, celui des algues vertes et bien avant les plans algues vertes, à partir des Bretagnes pures et puis des programmes, le programme intermédiaire dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et puis sur les inondations. Donc sur les algues vertes, nous avons essuyé de mauvaises surprises avec un modèle qui s'appelle TNT2, et qui modélisait les conséquences des mesures environnementales, agro-environnementales mises en place pour arriver à un niveau d'atteinte de qualité des eaux. Effet destructeur dès le départ d'une modélisation scientifique, c'est que les données d'entrée ont été très mal comprises par la profession agricole et également très mal transmises par la presse, donc effet catastrophique. Et la période de référence des données qui étaient entrées dans le modèle concernait une période assez longue, de 2007 à 2012, avec des aléas climatiques qui n'avaient pas été suffisamment pris en compte, à notre avis. Mais depuis, les choses se sont améliorées et on peut toujours améliorer en permanence. Donc, premier effet négatif. Et deuxième effet négatif, donc valeur globale, très macro, approche très macro, valeur globale, sans tenir compte de la réaction du territoire. Donc, dans un deuxième temps, ce modèle TNT2, qui au départ donnait, pour vous illustrer les conséquences, il nous donnait en 2014-2015 une atteinte à 32 mg litre nitrate, et en 2025-2026 31 mg. Or, en 2016, nous étions à 31 mg. Pour arriver, 2015, nous étions à 31 mg, pour arriver en 2016 à 28 mg. Donc, on a vu qu'il y avait une distorsion dans l'exploitation du modèle. Le modèle a été repris, ce TNT2 a été repris pour introduire d'autres données, comme quoi les modèles de base servent à condition de pouvoir se remettre en question et d'avoir, de ce qui ressort depuis l'intervention de M. Durand jusqu'à celle de Haute-Vitane, eh bien, le décloisonnement de tous les acteurs sur le terrain. C'est quelque chose qui est important et fondamental. C'est-à-dire qu'il faut arriver à rentrer les bonnes données au départ. Et on ne rentrera jamais toutes les bonnes données. Donc ce modèle TNT2 retourne avec des mesures complémentaires qui étaient ignorées au départ et qui prennent en compte des mesures agro-environnementales. Et lorsqu'il tourne, on arrive à des constatations surprenantes avec des différences de résultats suivant les bassins versants. Avec des mesures, par exemple, d'extension des bandes enherbées à 25 mètres, de mesures agro-environnementales sur les couverts, automne-été, de tous les couverts sous maïs, enfin toute la liste. Eh bien, on arrive à des mesures surprenantes entre bassins versants, tout simplement parce que les données d'entrée sont totalement différentes et à des très petites échelles. Au départ, je ne vous ai pas précisé que le modèle TNT2 avait pris pour simple référence que toute la surface agricole utile devenait passer en herbe fauchée. Et évidemment, ça avait été assez mal compris et ressenti. Je reviens donc à l'amélioration du modèle. Et aujourd'hui, par exemple, sur notre territoire, on trouve que par rapport aux mesures réglementaires, on peut aller bien au-delà des résultats attendus, puisqu'on estime aujourd'hui qu'on peut arriver à 25% de résultats supplémentaires. Alors que sur d'autres bassins versants, au contraire, on va augmenter cette pression nitrate avec des mesures dites agro.
les territoires ne réagissent pas du tout de la même manière. Ensuite, ce modèle était largement insuffisant puisqu'il ne prenait pas en compte les transferts de nitrates dans les eaux souterraines. Et maintenant, un modèle dénommé Moraki tourne pour estimer le temps de transfert et le rôle que jouent les nappes dans la restitution du nitrate. Et dernier élément sur les algues vertes, à l'époque, la baie du Douron qui concerne notre territoire, l'anse du Douron, l'Okirex, elle est juste apposée à celle de Saint-Michel-en-Grève, et est dite ou est réputée pour alimenter la marée verte de Saint-Michel-en-Grève au départ, du moins dès l'apparition du boom ou de l'effet starter au démarrage de la marée verte Saint-Michel. Vraisemblablement, le Douron est le facteur déclenchant. Et il y a une petite baie à côté, et depuis, je vois Aude qui va sourire, depuis plus de 10 ans, nous disions qu'il fallait prendre cette baie dans le plan algues vertes. On va y arriver, mais à l'époque, on ne disposait pas de moyens. La modélisation était seulement à 1D, et on disait que le gisement d'algues vertes tournait en rond, je schématise, j'exagère un tout petit peu, mais il tournait en rond dans cette baie. Il suffit d'avoir plongé dans la baie pour aller chercher des araignées, pour savoir si on fait pas attention, ou si on perd une ceinture ou une palme, on se retrouve à l'anion de l'autre côté. Donc nous, on disait toujours, évidemment, que le gisement qui est dans cette baie, il contamine l'autre. Je pense qu'on y arrivera, mais à l'époque, on ne disposait pas non plus des moyens numériques dont on dispose aujourd'hui. Le deuxième exemple est, il y a un parallèle entre le premier et le second. Nous avons fait tourner un modèle en 2004 relatif aux inondations de la ville de Morlaix. Donc 3 facteurs d'inondation, le pluvial, le fluvial et l'inondation marine. Donc nous travaillons uniquement sur le fluvial et on est parti d'un modèle spatial uniforme. Et évidemment, le modèle spatial uniforme n'a pas modélisé et les hydrogrammes ne correspondaient pas à ce qu'on relevait en fait lors des inondations et spécialement à l'inondation 2013. Où là, avec des niveaux de débit mètre cube seconde bien moindres que les inondations précédentes, nous avions des niveaux d'eau supérieurs au centre-ville. Donc on est reparti aujourd'hui avec une nouvelle modélisation qui va faire la synthèse entre le 1D et le 2D sur les niveaux d'inondation dans la ville, mais ça, c'est déjà courant. Là, ce qu'on amène cette fois-ci, c'est que, pour ceux qui connaissent la ville de Morlaix, il y a près d'1,3 km de galeries souterraines qui ne sont pas toutes de même section, de même profil. Et maintenant, on dispose quand même d'une technologie qu'on n'avait pas en 2004, c'est le scan 3D. Donc, en recherchant quelle est la débitance exacte de la galerie, chose que tout le monde était persuadé par de l'empirisme connaître depuis plus de 40 ans, on s'aperçoit que les données de débitance sont, à l'évidence, sont fausses. Donc tous les modèles qui ont tourné en modélisation hydraulique, ils ne donnaient pas de résultat puisqu'on ne connaît pas la débitance de ce goulot d'étranglement. Donc la conclusion, c'est que pour nous, ce qui est important en modélisation, c'est qu'on ne peut pas avoir de modélisation hydraulique sans des données topographiques fiables. Ça paraît élémentaire, mais c'est une réalité. Alors pour ce faire, on passe du 1D partout et du LIDAR avec le 2D et puis du 3D en scan galerie. Au fond, au final, lorsqu'on connaîtra exactement, le modèle tourne actuellement, on l'aura d'ici 2-3 mois, nous aurons les résultats d'ici 2-3 mois, lorsque l'on connaîtra la débitance réelle, les travaux que l'on peut faire dans la galerie qui sont réalisables pour abaisser la ligne d'eau, lorsqu'on sera au point de débordement, on pourra modéliser et calculer ce qu'il nous faut en rétention ou en ralentissement amont. On s'est rendu compte aussi que le modèle de base n'avait pas pris la prédominance d'un bassin versant sur l'autre,
Et très vraisemblablement, il y a une interaction entre rivières au niveau des confluences. Le phénomène de la confluence, eh bien, il se passe des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire, pour illustrer un peu trivialement, ça fait une mayonnaise, ça monte et ça met en charge les deux galeries. On n'arrive pas à bien se l'expliquer. Et donc, on espère, avec cette modélisation, pouvoir limiter, au fond, par le 2D, limiter les effets des inondations en termes de dégâts. Cela étant dit, on n'arrivera jamais à limiter les inondations et on se base à peu près sur une crue trentonale, puisqu'on voit aussi que depuis quelques années, en 10 ans, ce qu'on disait décennal ou vingtenal, eh bien, n'est plus vrai et on est plutôt sur une moyenne 30.